Très bien les gars, bon lundi. Eh bien mesdames et messieurs, je dirais que ce n'est pas mon style, mais je vous ai caché un secret majeur. Et j'avoue que j'étais à bout de souffle, car c'est sans aucun doute la chose la plus folle qui me soit arrivée de toute ma vie. Du moins, dans ma vie politique, sans aucun doute. Donc, au cas où vous passeriez un lundi sans incident, bienvenue à Candace. Je dois juste dire que c'est remarquable que tant de personnes dans le chat pensent que je suis à nouveau enceinte, que c'est quelque chose que je taquinerais comme une surprise incroyable. Ce serait en fait la chose la moins surprenante qui soit, mais ce n'est pas le cas. C'est en fait beaucoup plus fou, et comme je l'ai dit, je m'accroche à ça depuis très longtemps, car quelque chose s'est produit en février et j'ai juré de garder le secret temporairement. Et je pense qu'aujourd'hui est le bon jour pour informer le public, car cela pourrait avoir de graves implications mondiales. Alors voici ce qui s'est passé. Très bien, la date était le lundi 24 février. Et en début de soirée. Je venais juste de terminer l'émission. Il était un peu plus de 17h30 pour être précise. J'ai reçu un message très étrange d'un de mes amis. Je ne vais pas identifier cet ami, mais le message disait spécifiquement « Eh, j'ai quelque chose à te dire de la Maison Blanche. Ils m'ont demandé de t'appeler. Je ne suis que le messager ici. » Encore une fois, c'est étrange, je ne suis que le messager ici. Comme s'il se retirait de ce qui allait être dit. Donc je suppose que ça doit être quelque chose de bizarre. Et je dis, ouais, peu importe, appelle-moi. Et donc il m'appelle assez immédiatement d'ailleurs, et il dit, quelqu'un de très haut placé à la Maison Blanche m'a demandé de te demander si, comme service, tu pouvais arrêter de parler de Brigitte Macron. Excusez-moi, je ne plaisante pas quand je dis ça dans la myriade de possibilités qui flottaient dans mon esprit sur le sujet de cet appel téléphonique. Ce n'en était pas une, donc je dois juste rediriger la question et je dis « Oh, de quoi tu parles ?» Pour être clair, ironiquement, en tant que podcast, nous venions de terminer notre série Brigitte Macron 4 jours plus tôt, le 20 février. C'est à ce moment-là que nous avons sorti l'épilogue. Donc je me dis que ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je reçois cet appel téléphonique maintenant? Et évidemment, je demande un peu plus d'informations. Je dis qui vous a appelé spécifiquement, et cet ami à moi dit que c'est quelqu'un qui a l'oreille du président. C'est quelqu'un d'important. Alors je me dis, ok, c'est Visor, Suzy Wild, je ne sais pas, et je dis à mon ami de retourner voir cette personne et de dire simplement que j'ai dit non. C'est la liberté d'expression. C'est évidemment une histoire importante pour moi. Les implications ici sont assez graves par rapport à ce que j'ai découvert, donc pas d'accord, raccroche. Je vais dans le bureau de mon mari et je lui raconte ce qui vient de se passer. Et honnêtement, je ris un peu de l'absurdité de la chose parce que je n'avais pas pensé au-delà de ce qui a pu se passer. Et puis je fais ce que je fais toujours au cas où, j'appelle le Noah, j'appelle l'avocat et je dis « Hey, je sais, Macron nous envoie des lettres juridiques, je veux juste que vous ajoutiez ça à la pile. Quelqu'un à la Maison Blanche me demande d'arrêter de parler de Brigitte Macron. » Cool. On en rigole un peu, on fait les choses différemment. Allons-nous attendre à ce qu'on me livre autre chose à ma porte? Une autre menace, une menace implicite de la part de Macron? Quelqu'un appelle pour demander une faveur? Qui sait? Bref, on dîne et je me sens un peu mal à cause de mon attitude de femme enceinte au téléphone. Vous savez, parce que j'étais à 8 semaines de l'accouchement et j'étais un peu plus petit au téléphone et je ne l'aurais pas été s'il n'y avait pas eu un pied de bébé en pleine croissance qui s'est logé sous mon poumon. Et cette personne a été très bonne avec moi dans le passé, alors je décide qu'avant d'aller me coucher, je le rappellerai et j'aurai une conversation beaucoup plus calme. Et non pas que j'ai été impoli, mais juste du genre « Hey, de quoi s'agit-il en fait ?» Et c'est ce que j'ai fait. Et pas seulement ça, avant de rappeler cet individu, quand j'ai vérifié en ligne, j'ai réalisé qu'Emmanuel Macron était à Washington DC le 24 février. Il était à Washington. Et il avait quitté la Maison Blanche quelques heures avant que je reçoive l'appel. Bref, je suis impressionné. Bref, je suis impressionné. Beaucoup de pensées me traversent l'esprit. De quoi s'agit-il? Beaucoup de pensées me traversent l'esprit. De quoi s'agit-il? Et quand je rappelle cette personne, elle me dit quelque chose d'encore plus étrange. Elle dit... Écoutez, je suis encore le messager ici. Ce qu'on m'a dit de quelqu'un d'assez haut
placé à la Maison-Blanche, c'est qu'Emmanuel Macron retarde les négociations pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, à moins que vous n'arrêtiez de parler de sa femme. Je me dis, qu'est-ce que vous dites? De quoi parlons-nous? Que voulez-vous dire par négociation entre la Russie et l'Ukraine? Je suis juste en train d'enquêter sur une affaire chez moi, j'ai une très petite équipe ici et vous me dites que les négociations sont en suspens et qu'il faut me le dire. Ils doivent arrêter de parler de Brigitte. Que disons-nous? Et puis je me demande dans mon esprit, parce que je raccroche le téléphone et je suis vraiment sous le choc, Emmanuel Macron a-t-il prétendu se rendre à Washington sous couvert de négociations avec la Russie et de la guerre en Ukraine, puis demander à quelqu'un de son entourage d'avoir une discussion informelle, une petite réunion en marge, peut-être quelqu'un d'autre, comme Suzy Wiles, où il a formulé ses vraies exigences, genre « Eh, c'est pour les photos dont Trump et moi parlons, on va le faire ». Et puis ce qui se passe vraiment en coulisses, c'est qu'on ne fait rien jusqu'à ce que la petite podcasteuse Candace accepte de la fermer. C'est fou, c'est complètement fou. Bon alors, j'ai dit qu'on avait mis fin à la conversation. J'ai dit... je vais dormir là-dessus. C'est beaucoup à digérer. Je me souviens m'être mis au lit et m'être tourné en disant « Personne ne nous croira jamais ». Il y a eu une réaction soudaine. Personne ne croira jamais que ça vient d'arriver. Et mon mari a répondu « Ouais, non ». C'est vraiment très étrange. J'ai promis à cette personne que je prierais pour ça, que je réfléchirais plus longuement à la situation, quelles sont les implications. Je l'ai rappelé le lendemain et je lui ai dit « Écoute, c'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Vous ne donnez pas vraiment de détails, je voudrais savoir à qui vous avez parlé précisément car je pense que c'est important. Quelqu'un essaye-t-il de conclure un accord parallèle pendant que Trump... » Et à ce moment-là, il est honnête et dit « Non, le président Trump était aussi au téléphone. » Et je lui dis « Vous vous moquez de moi, vous ne m'avez pas dit hier qu'il y avait une sorte de conférence téléphonique et que le président Trump était en ligne. Vous ne l'avez pas mentionné. » Je lui dis « Essayez-vous de me faire croire qu'il s'agissait d'une tierce personne ?» Et il répond « Je ne vous ai pas menti, comme si j'avais reçu un appel téléphonique et que Trump m'avait clairement communiqué quelque chose en arrière-plan. Il était donc là quand l'appel a eu lieu. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe littéralement? Que se passe-t-il en ce moment ?» Alors je suis au téléphone avec lui et je dis « J'ai juste besoin de temps pour digérer ce que vous dites. C'est tellement absurde. Comment cela a-t-il pu devenir un problème impliquant président des États-Unis? Je fais une série sur mon podcast. Et puis je me mets en mode maman parce que c'est mardi, ma fille a un cours de ballet. Et je reçois un SMS de cette personne qui dit « Tu dois décrocher le téléphone, quelqu'un de la Maison-Blanche t'appelle. » Et je dis « Ok, c'est arrivé si vite. » Je décroche le téléphone et effectivement, c'est quelqu'un de la Maison-Blanche qui m'appelle. Ce n'est pas Donald Trump, mais c'est quelqu'un de la Maison-Blanche qui m'appelle, qui est assez haut placé, proche de Trump, que je n'ai pas nommé. Et cette personne, je suppose, n'a jamais même regardé une minute de mon contenu, parce que je veux dire, s'il existait un guide sur la façon de ne pas aborder Candace Owens quand on essaie de faire avancer les choses, il suivait simplement ce guide. Il n'aurait pas pu être plus pompeux et arrogant au téléphone. Et j'aimerais contextualiser cela. Très enceinte, donc, comme vous le savez, ma bande passante pour les conneries ou quiconque essayant de faire genre, eh bien, vous savez, c'était très faible. Et il dit essentiellement, écoute, tu devrais le faire parce que c'est le président. Et il te demande de le faire. Que veux-tu que je dise d'autre? Fais-le, arrête de parler de Brigitte. Macron, étonnant. En réfléchissant à ce niveau d'arrogance parce qu'il t'a dit de le faire, c'est dans l'ordre des choses, alors tu devrais le faire. Et tout ce à quoi je pensais dans mon esprit avant de m'envoler, dans, tu sais, un peu de rage, était que l'expression de la proximité du pouvoir peut conduire les autres à croire qu'ils l'exercent. Tu es proche du pouvoir, tu penses que tu es maintenant Trump, tu m'appelles même si tu étais Trump, ce ne serait pas la façon de me parler, et tu m'appelles comme si c'était un ordre du président des États-Unis. Alors fais-le sans poser de questions, ne pense même pas à la liberté d'expression, qui se soucie de ce
petit premier amendement embêtant, tu dois le faire maintenant, et je dis juste en gros, regarde, ma fille pleure parce qu'elle n'aime pas quand je sors de la danse. Et s'il te plaît Bobby, reviens, tu me parles de manière inappropriée. Et je dis juste, je me fiche de ce que tu penses dire, je ne sais pas à qui tu penses parler, mais ce n'est pas comme ça que tu vas faire quoi que ce soit avec moi. Et je raccroche le téléphone, j'ai trouvé que ce n'est pas une bonne conversation, je ne veux plus participer à ça du tout. Et la tierce personne qui lui avait initialement parlé de la situation essaye de se calmer, il appelle derrière lui, il dit non, tu sais, je ne sais pas pourquoi on te parle comme ça, et comme vous le savez, c'est toujours très important, et vous savez que cela compte vraiment pour le président, et il essaye en quelque sorte de me dissuader de tomber enceinte, et je suis toujours assez calme pour savoir que Candace enceinte n'est pas toujours la Candace la plus rationnelle et un peu une tête brûlée. Et je décide alors que je parle de cette situation avec mon mari que je devrais également tendre la main et peut-être appeler quelqu'un qui a potentiellement été dans une situation difficile comme celle-ci. Je ne connais pas quelqu'un qui a un public plus large que moi et en quelque sorte demander une faveur parce que je ne lui envoie pas de SMS normalement, mais j'ai contacté Tucker Carlson. Et je lui ai juste dit, écoutez, c'est vraiment bizarre, je ne vous contacte pas normalement pour des conseils, mais parce que vous savez à quel point la liberté d'expression est importante pour moi et fondamentalement à quel point cette histoire particulière est importante pour moi parce qu'elle implique, vous savez, potentiellement, pas seulement potentiellement comme la pédophilie, l'inceste ou ces éléments, et en tant que mère, l'idée que des gens aussi puissants que l'histoire puisse être couverte est importante. En fait, c'est la vérité qui compte, c'est juste. Mais aussi comme si je pouvais mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et qu'en arrêtant simplement cette conversation, je le ferais. Il revient avec un conseil très sage de Tucker Carlson et il dit, écoutez, vous savez que vous ne voulez pas avoir le sang des chrétiens sur la conscience, mais la liberté d'expression est importante et vous devriez essentiellement dire que vous le ferez jusqu'à ce que vous disiez que ces négociations ont lieu maintenant et que vous acceptiez de le faire, mais à un moment donné, évidemment, vous devez informer les gens de ce qui s'est passé parce que c'est complètement fou. Et je dis que c'est en fait une très bonne idée. C'est ça, j'ai l'impression que c'est une position de principe à prendre. Bref, je dors là-dessus, la colère s'apaise, je me réveille le lendemain matin, c'est le 26 février, je suis assise dans le fauteuil de maquillage et je reçois un autre message qui dit « Hey, garde ton téléphone allumé ». Et je dis « Je ne veux vraiment plus parler à ce conseiller, je ne veux vraiment plus parler à ce conseiller » où nos personnalités ne correspondent pas. Et de toute façon, cet appel téléphonique est venant de Floride, décrochez le téléphone et voilà. Vous savez, voici ce qui s'est passé. Je suis en train de négocier cette chose, je suis en train de négocier avec l'Ukraine et la Russie, et vous ne croyez pas combien de partis sont en partie. C'est le président Donald Trump. Il m'appelle, et à la manière du vrai président Trump, il entre directement dans le récit. Il ne me demandait pas comment ça va, il se lance directement dans le récit de la façon dont ça s'est passé. J'ai du mal à reprendre mon souffle pour comprendre qu'il y a 4 jours, je terminais une série sur Brigitte Macron et que maintenant je parle au président des États-Unis et que le sujet de la conversation, peu importe la façon dont on veut le présenter, concernait le pénis de la femme de Macron. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire, n'est-ce pas? Alors il entre directement dans le récit, il me dit, vous savez, je suis en train de négocier, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de pièces que cette personne veut ceci, vous n'avez aucune idée de tout ce qui est impliqué lorsque vous essayez de conclure un de ces accords, vous savez. Quoi qu'il en soit, j'aime Macron, nous parlons et je l'accompagne à sa voiture et vous savez, il me dit, bon, monsieur le président, puis-je vous parler? Et je l'accompagne, j'ai dit, bien sûr que tu peux me parler de tout, que se passe-t-il? Et il me dit qu'il y a les services secrets tout autour d'eux, il y a des SUV, ils sont encerclés, et il veut avoir Macron, il veut avoir une petite barre latérale. Et puis Macron lui dit, monsieur le président, connaissez-vous Candace Owens? Et je dis, oui, oui, bien sûr, je connais Candace Owens, que se passe-t-il? Et puis le président dit, vous devez être une personne très puissante, Candace. Nous parlons du président français qui me prend à part pour parler de votre podcast, n'est-ce pas? Et puis il continue son récit, il me dit qu'Emmanuel Macron lui demande en face d'arrêter de parler de sa femme. Et une des choses que Trump a dit, c'est
qu'il me dit qu'elle est vieille et que ça l'impacte vraiment. Et j'écoute, et il est, vous savez, dans l'un de ces monologues de Trump, il est très drôle. Et puis il a dit, vous savez, je l'ai vue de près, elle ressemble à une femme pour moi, Moi, j'ai dîné avec elle au sommet de la Tour Eiffel et je lui ai expliqué qu'elle avait eu ce médecin incroyable qui se spécialise dans les chirurgies de transgenre ou les procédures de féminisation. Je suis en train de parler du président des États-Unis à propos de ces gars-là. C'est fou, c'est farfelu, mais je donne juste le meilleur de moi-même, j'essaye juste de lui faire comprendre la vérité et puis je lui explique pourquoi je ne me sens pas très bien à propos de cette demande, parce que c'est la partie la plus importante. Comme si vous me demandiez vraiment, et malgré votre raisonnement qui est très solide, que j'arrête de dire la vérité. Et j'ai dit à Trump, et je vais être honnête, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'un jour, cela entrerait dans mon autobiographie. Alors j'ai pu dire quelque chose de drôle et je lui ai juste dit, vous savez, respectueusement, Monsieur le Président, ce n'est pas ma faute s'il a épousé quelqu'un qui a un pénis. Il me dit alors, nous sommes vraiment proches d'y parvenir, Il me répète, Macron a été vraiment bon pour moi, vous savez, qu'il a été très facile de travailler avec nous, c'est une bonne personne, il veut juste que je termine cette... Puis il se lance dans l'art des affaires, il commence à me complimenter, il dit, Mélania vous aime, elle dit, vous êtes si belle, elle vous trouve si belle. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président, vous savez que les compliments vous mèneront partout. Et puis, je lui dis ce que j'ai déjà accepté au fond de moi. Écoutez, je suis heureux de faire ça pour le court terme. Évidemment, je ne veux pas avoir sur la conscience que des hommes moins chrétiens auraient pu mourir en Orient si je me taisais sur quelque chose. Mais je lui suis très clair, ce sera à court terme et que je m'attends à pouvoir en parler dans quelques mois. Et c'est là que la conversation devient vraiment intéressante, car il dit oui, et puis je vous explique que maintenant, comment... J'ai senti qu'il était sur le point de s'engager, mais j'ai eu l'impression que quelqu'un en arrière-plan disait non, non, il faut que cette conversation s'arrête complètement. Il n'a pas dit non, oui, mais il a juste dit qu'il avait vraiment besoin de travailler avec Macron sur le long terme. Ils avaient une relation de travail de longue date. J'ai été très clair, ce n'était pas une relation à long terme pour moi. Si vous êtes proche de cet accord, concluons-le. Et puis il a, en quelque sorte, fait une offre à la fin. Il a dit « Hey, je pourrais peut-être venir dans votre podcast un jour, je suis excellent pour les audiences. » Vous êtes vraiment trumpien que vous vous faites un compliment. Alors je lui ai rendu. Monsieur le Président, je suis apparemment bon pour les audiences aussi parce que vous avez un dirigeant d'un pays, le président d'un pays qui vous demande de me demander de vous rendre un service. Alors nous avons terminé la conversation et je suis juste sous le choc. Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé. Je suis alors allé le dire immédiatement à mon mari et j'ai écrit les détails de la conversation pour ne pas les oublier. Et bien sûr, la première chose que je veux dire principalement, c'est qu'Emmanuel Macron doit démissionner. D'abord parce que si c'est vrai, et je dirais que cela ne vient pas de Trump, il n'a pas dit spécifiquement qu'il retardait les négociations pour cela, mais il a dit spécifiquement qu'il parlait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie toute la journée et qu'il essayait juste de faire en sorte que tout cela se produise. Et c'est à ce moment-là que Macron l'a prise à part. Donc je fais en quelque sorte confiance aux informations qui venaient de cette tierce personne, selon lesquelles ce qu'on lui disait était qu'il retardait tout cela comme Macron retarde tout cela. Une éventualité ici pour savoir s'il va ou non accepter ce genre d'accord international et de savoir si Candace Owens arrête ou non de parler de sa femme. Pourtant, vous devez démissionner. D'abord, parce qu'il n'y a pas de plus grand exemple du manque de moralité qu'un leader peut avoir que son mari-femme le mettant dans un avion et l'envoyant à l'étranger pour faire en sorte que Candace Owens arrête de parler de leur relation. C'est comme si nous devrions tous prendre une grande inspiration ici, prendre du recul et reconnaître qu'il est prêt à laisser couler le sang, il est prêt à laisser des gens mourir, ok? Et un retard ici va être de savoir si
Candace Owens a arrêté de parler du pénis de sa femme ou non? C'est ridicule. Vous n'êtes pas qualifié pour occuper un poste. Je pensais qu'avant tout cela, juste en regardant, vous étiez un imposteur. Vous saviez que vous êtes un imposteur. Votre femme sait certainement que vous êtes un imposteur. Mais cela atteint des niveaux où je vous dois juste d'être destitué. C'est absurde. Vous pensez que... Et dans ma tête, je pense à Trump. En fait, si vous vouliez vraiment négocier, vous auriez pu lui dire « Et si j'allais en direct et disais à tous ces journalistes... » ce que vous venez de dire si vous ne signez pas ce document. C'est comme ça que je l'aurais joué. J'étais enceinte de 7 mois, j'aurais joué dur. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis quand on parle de mettre fin à un bain de sang. Mais la deuxième chose que je veux dire ici, c'est qu'il m'est venu à l'esprit au fil du temps que c'est bien plus que la guerre en Ukraine et en Russie. Ce n'est pas pour ça que M. Macron l'a mis dans un avion pour aller parler à Trump en personne de ce problème. C'est vrai, ils ont fait ça parce qu'ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés parce qu'évidemment, tout ce que j'ai découvert est vrai. La fiction ne vous ferait pas faire ça. D'accord? Vous diriez, c'est tellement absurde, c'est tellement fou. Je veux dire, qui va croire que la fiction ne vous fait pas voler 9 heures jusqu'aux États-Unis pour demander au président s'il a un moment pour se mettre de côté, hors du champ des caméras et parler de votre femme. C'est vrai, nous pouvons maintenant, c'est un fait confirmé, le mettre sur Wikipédia. Que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux. Non, nous pouvons juste continuer et faire ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai dit qui les a vraiment terrifiés? Quel a été le succès de cette série en regardant sur le web et en comprenant à quel point ce qui se passe à Paris est profondément sinistre? Juste les événements actuels, mais des événements historiques. Je veux dire, nous avons mis en place une carte et montré à quelle fréquence ils étaient impliqués dans ces scandales pédophiles stupides, en mettant le livre pour votre André Gide, un pédophile avoué, un gars qui a dit extérieurement « Oui, j'aime les jeunes garçons », et vous avez choisi que ce soit le livre dans votre portrait officiel en tant que président de la France. Emmanuel Macron a fait ça. Et je pense qu'il y a plus, de choses dont ils ont peur. Je pense que c'était une personne très puissante, potentiellement quelqu'un de plus puissant que Brigitte, qui a dit à Macron, qui n'est qu'un imposteur total, une marionnette, de monter dans cet avion et de faire cette demande après avoir réalisé qu'envoyer des lettres juridiques n'était peut-être pas la meilleure idée. Alors qu'est-ce que j'ai? Voici où je veux tout rassembler pour vous parce que nous savons tout, que voici la réalité. D'accord? Et j'ai ce truc, ça mon très toxique, quand les médias me sortent de mon contexte et racontent ensuite ce genre de mensonges incroyables sur moi et mes points de vue, je ne me décourage jamais, je m'intéresse simplement. C'est mon trait de caractère. J'ai l'impression que vous pouvez essayer de m'offenser, mais je m'intéresse simplement, surtout quand ils en font trop, vous savez, comme l'Holocauste et quoi que ce soit. Si vous êtes juste trop folle, comme une femme noire qui se déteste, je me dis, qu'est-ce que vous cachez? Comme si vous cachiez manifestement quelque chose parce que vous êtes bien trop déclenché par ce qui est probable et par les auditeurs. Pour l'émission maintenant, sachez juste un fait simple que j'ai livré et je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire comment ça se rapporte à la France et à l'Amérique. Donc en fait, quand j'étais au Daily Wire, j'ai fait cet épisode et j'étais tellement intéressé par Sigmund Freud en réalisant que ce type était un pervers total, je veux juste dire un pervers total, et j'ai donné des exemples de personnes qui l'entouraient, qui étaient des pervers, des gens qui agressaient leurs enfants. Beaucoup trop de ses amis agressaient leurs enfants, et la réaction dans les médias a été de me traiter de dérangé et de fou et de défendre Sigmund Freud comme s'il n'était pas le gars qui écrit toutes ces théories disant que les enfants sont sexuels et sont juste attirés par leurs parents. Je veux dire, comme totalement bizarre, comme si je n'étais pas dérangé. Il était dérangé, évidemment, mais le fait ainsi m'a rendu plus intéressé. Je me disais, pourquoi es-tu si déterminé à défendre ce type mort et à m'attaquer? Alors je vais vraiment en apprendre davantage sur Sigmund Freud. Ok, alors je commande un livre, et c'est un livre qui a été écrit par vous, m'avez entendu
le mentionner, Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Et essentiellement, ce type postule et puis il est capable de vérifier ce qui était initialement sa théorie, est capable de confirmer que sa théorie était correcte, que Sigmund Freud a en fait créé le mouvement psychanalyste pour intégrer sa religion, qu'en fait il pratiquait la Kabbale. Et si vous regardez le mouvement initial des psychanalystes, comme il fait un très bon travail d'évaluation, vous reconnaîtrez qu'ils intègrent la Kabbale. Ok, donc j'apprends sur Sigmund Freud et je tombe sur ce livre et je n'apprends pas seulement sur Sigmund Freud, j'apprends sur un morceau d'histoire dont je n'ai jamais entendu parler de toute ma vie. Et cela concerne ce type, Jacob Frank. Ok, est-ce que cet homme a provoqué un schisme, comme nous parlons toujours des schismes chrétiens? Et oh, vous savez, et en fait... chaque fois à cela, évidemment, les sunnites et les chiites, mais nous n'en avons jamais vraiment eu. J'ai entendu parler cet énorme schisme qui a eu lieu parmi les juifs, de cet énorme schisme. Et il raconte comment ce type qui pensait être le Messie s'est lancé dans des choses vraiment perverses. Je vais vous lire ceci et je vous promets que c'est très important. Je pense que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Dans ce chapitre intitulé l'épisode de Franks, je vais vous lire 2 ou 3 choses. Il nous dit que ce type, Jacob Frank, est né en 1726 à Korolavka, à la frontière de la Padoue et de la Malaquia. Il nous dit que son père était un certain Sébastien, qui avait été expulsé de la communauté juive. Donc, pour en revenir à cette fracture qui s'est produite, et essentiellement à des gens qui pensaient que l'ancienne loi de la Torah avait été accompli et que de nouveaux messies allaient arriver, et l'un de ces messies était ce Jacob Frank. Il continue en disant que ces récits nous sont parvenus, indiquent qu'il était ce que nous appellerions aujourd'hui une personne sans super-ego fort. Dans sa nouvelle doctrine séabassienne, il a affirmé l'idée de la Sainte Trinité. Il s'est distingué entre Dieu comme s'étant incarné, et il s'est attribué le rôle de Messie. Il cite, je cite, que l'idée d'un Dieu mâle et femelle est devenue l'occasion de pratiques religieuses sexuelles. La loi qu'il a déclarée était morte. Le joug de l'ancienne Torah avait été brisé. Je vais relire cela. L'idée d'un Dieu mâle et femelle est devenue l'occasion de pratiques religieuses sexuelles. D'accord? Et donc il aurait eu ces fêtes sexuelles, la seule façon de le décrire, où il ferait juste des choses incroyablement dégoûtantes. Nous y reviendrons plus tard. Il commence ensuite à citer cet historien israélien qui a fait beaucoup de recherches. J'ai lu ses livres, son nom est Gersham Scholam, et il explique que cette religion croyait, je cite, que le mystique ne recule même pas devant l'inférence que dans un sens plus élevé, il y a une racine du mal même en Dieu. La doctrine du mal a été soutenue par la thèse selon laquelle les étincelles saintes avaient été dispersées, qu'il était nécessaire que les hommes se livrent au péché afin de les recueillir. L'idée de le péché sacré est devenue importante. Par le péché, le salut viendrait. Du grand péché émergerait un monde dans lequel il n'y aurait plus de péché. Cela commence à me faire penser au principe biblique de Scofield et à l'idée même de l'enlèvement. Mais de toute façon, il continue. Frank a déclaré « Je suis venu débarrasser le monde de toutes les lois et de tous les statuts qui ont existé jusqu'à présent. » Une autre personne expliquant le signe de la pensée écrit « La conception du Messie comme celui qui doit entrer complètement dans le klippa, le pouvoir démoniaque des coquilles qu'il a fabriqué, libère la sainteté qui est retenue et ce faisant accomplit le but de l'exil d'Israël et rachète Israël et le monde en un seul. » Mais même cela ne suffit pas. Le péché sacré est un modèle. Les hommes doivent se jeter dans le péché afin d'en arracher les étincelles saintes et bientôt il n'y aura plus de péché. Puis il continue en parlant de la façon dont la sexualité, comme le sexe, repose sur ce genre de fête sexuelle. Il écrit que la sexualité, comme la sauterelle de l'expression de la liberté personnelle, a bien sûr des racines profondes dans le Zohar. La métaphore sexuelle est utilisée très librement. La tradition orthodoxe a fortement restreint l'expression sexuelle, peut-être comme l'ont suggéré
certains auteurs, et cela nous dit que le mouvement est devenu une menace politique violente pour la théocratie de l'orthodoxie, et des mesures et contre-mesures ont été prises par les deux côtés. Les franquistes ont été placés sous excommunication et les franquistes ont répondu par une attaque contre le Talmud en arguant qu'il était faux et nuisible. Les franquistes ont même accusé le Talmud de rendre l'utilisation du sang chrétien obligatoire et ils ont témoigné que les Juifs se livraient à des meurtres rituels. Le point culminant de la carrière de Franck est venu quand lui et tous ses disciples ont été convertis au catholicisme en grande pompe et cérémonie. Les membres de la noblesse polonaise ont agi comme parrains et les Juifs nouvellement baptisés ont pris leur nom de famille. Nombre d'entre eux, Jacob Frank lui-même avait le roi Auguste III comme parrain et est devenu catholique en présence de la famille royale et des dignitaires de la cour en novembre 1759, moins de 100 ans après l'apostasie de Sabati et moins de 100 ans avant la naissance de Sigmund Freud. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi je vous dis cela. Alors j'ai mentionné que quelqu'un qui pense à devenir catholique, comme moi, apprendre que, ouais, d'accord, attendez une seconde, j'en ai appris plus sur Jacob Frank. J'ai réalisé qu'il croyait que vous deviez pratiquer l'inceste comme un sacrement. Il croyait qu'ils devaient simplement continuer à se marier les uns avec les autres et qu'ils atteindraient le pouvoir. Il croyait au culte de l'armée, essentiellement, comme je l'ai dit, s'enfoncer plus profondément dans le péché, le plus grand péché que vous puissiez commettre, parce qu'il a dit « je vous entraînerai dans les profondeurs » serait cet acte de pédophilie, qu'ils avaient ces rituels. J'ai appris la réponse à l'Église catholique. Et en finir avec ce livre, je dois apprendre tout ce que je peux sur ce type, n'est-ce pas? Ce qui se passe ici, et plus j'en apprenais sur lui, j'étais positivement stupéfaite qu'il pratiquait aussi l'apostasie. Donc il croit que le moyen de vaincre ses ennemis était de se convertir à leur foi. Vous vouliez abattre le christianisme, vous deviez devenir chrétien et alors de l'intérieur vous pourriez détruire l'Église. Pensez à ce qu'était le monde. Vous savez que les empires étaient chrétiens à cette époque. Et ils ont fait ceci, ses disciples ont fait cela, ils se sont convertis plusieurs fois. Nous avons ensuite appris que Frank s'est converti plus tôt dans cet épisode précédent. Il est devenu musulmans, les Sébastiens sont devenus musulmans, donc il y en a un, mais ils sont tous de la même famille, ce qui est fou. Et donc en essayant d'en savoir plus sur Jacob Frank, et j'achète tous ses livres, et je me dis, cette secte est-elle toujours vivante aujourd'hui? Est-ce vraiment terminé? Parce que soudain, j'ai toutes ces organisations qui me crient dessus en disant c'est une secte marginale, c'est fini. Ça n'arrive plus, c'est hors de propos. Oh, mais ils ont menti, bien sûr qu'ils ont menti, parce que nous paniquons pour quelque chose qui n'aurait pas dû nous inquiéter, ce n'était pas... Alors c'est fini, pourquoi tu t'en soucies, genre, pourquoi tu t'en soucies si on parle de quelque chose qui est terminé? Oh, ça n'a pas d'importance, c'est sans importance. Et laissez-moi vous dire, les gars, ce que j'ai découvert tout de suite, c'est que non seulement cette secte n'était pas terminée, mais qu'elle est arrivée ici aux États-Unis, et nous avons en quelque sorte élu un juge à la Cour suprême qui croyait en cela, comme si Lévis Brandis venait d'une famille de franquistes. Vous voyez, Jacob Frank a eu des relations sexuelles avec sa fille. Il croyait à la procréation, vous deviez constamment avoir des tonnes d'enfants, elle est devenue, parce qu'ils essayaient en quelque sorte de renverser la tradition catholique, ils l'ont transformée en une sorte de Marie impie. Je sais que je me sens blasphématoire même en disant ça, mais c'est la réalité de ce que les gens croyaient. Je vous montre juste cet article qui dit explicitement que nous savons. Pouvez-vous sortir cet article du JSTO Skyler, juste pour que nous puissions le sortir ici? Oui, rencontrer la première messie juive féminine. Je vais vous montrer cette dernière phrase ici, c'est fou. Il nous dit à la toute fin du paragraphe. Et voilà donc la Cour suprême des États-Unis, Lévis Brandis avait un tel portrait parlant d'Anna Frank qui lui a été donné par sa mère descendant d'une importante lignée de juifs qui ont continué à vénérer Ava Frank, et j'ai examiné la question et elle a continué pour son père. Son père est devenu un baron, Jacob Frank est devenu un baron comme le baron Frank, qui avait un château à Offenbach en Allemagne, et ces rituels se déroulaient, et l'une des choses qui les préoccupait était la chimie commençant comme les produits pharmaceutiques, n'est-ce pas? Et vous vous demandez que diable se passe-t-il ici? Et puis Anna Frank, avant sa mort, a écrit ses lettres rouges et a dit à tous ses disciples, comme si vous croyez en ce Frank, cette secte franquiste, alors vous devez apostasier à nouveau, comme vous convertir à diverses confessions protestantes, confessions chrétiennes, et vous cacher. C'était des lettres rouges
qu'elle a envoyé à tous ses fidèles disciples, eh bien, vous ne devinerez jamais, les Français, qu'ils regardent ça, parce que partout où je regarde, je commence à essayer de chasser ce genre de mouvement franquiste, où ces tentacules sont partout, puis j'achète un livre de German Shalom, cet historien israélien, et ce livre s'appelle « Du franquisme au jacobinisme ». Oh, comme si vous parliez comme les Jacobins, comme la Révolution française qui a commencé. Et voilà que j'apprends que l'une des personnes qui a financé ce mouvement de manière très importante, et vous avez peut-être entendu son nom français, parce qu'une partie de ce mouvement, il croyait encore l'apostasie, prennent un caractère différent, c'est comme du théâtre, devenez quelqu'un d'autre, soyez convaincants sur qui vous êtes, et donc, en fait, son vrai nom, quand il était né, est Moses Drubushka. Il était le cousin de Jacob Frank et il a appris le français, est allé à Strasbourg et a commencé à financer des gens qui louaient une maison, en fait, et a commencé à financer des gens qui écrivaient et publiaient sur cette révolution qui devait se produire, encourageant l'esprit révolutionnaire. Pouvez-vous consulter le Wikipédia de Mos Drubushka, parce que c'est vraiment incroyable. Vous dit Mos Drubushka, alias Junius Frey. C'est un écrivain, un poète et un révolutionnaire. Il s'est converti du judaïsme à la foi catholique. Il prit d'abord le nom de Franz Thomas Kornfeld II, a donc apostasié une fois et est devenu Franz Thomas Kornfeld, puis l'a refait après avoir été élevé à la noblesse à Vienne. Donc beaucoup d'entre eux étaient à Vienne. Ce livre le montre clairement, puis est devenu Franz Thomas Edler von Kornfeld, puis il est devenu Junius Frey. Vous pouvez voir qu'en 1792, à la suite de son nom une fois de plus en Junius Frey, le nouveau nom dérivé de Junius de la famille romaine, Juni, qui a nourri le célèbre tueur de tyrans, Brutus. Je vous le dis les gars, quand vous commencez à regarder ça et que vous réalisez que ces gens avaient un complot à écraser les empires et ils se sont juste convertis et parce que les gens ne savent pas ce qui se passe, alors waouh. Vous êtes dans l'église catholique, vous vous dites que c'est quoi, c'est pédophile, quelque chose, quel génie se passe, et en même temps vous vous mêlez simplement à votre propre famille. Et ils avaient des disciples fidèles, c'est une des choses qui m'a vraiment époustouflé parce que nous savons que ce genre de culture moderne sur-sexualisée, quand vous en parlez à des universitaires, ils disent « Eh bien, ça a commencé en France, la Révolution française était sexuelle, et puis j'ai appris ça. » Et j'ai réalisé qu'il y a une théologie là-dedans, que les gens croient vraiment en ça, et le fait que vous n'ayez pas le droit de parler sans que les journalistes viennent vous attaquer, vous devriez... Et vous devriez vous en préoccuper, ça vous dit que quelque chose n'est pas mort. Comme je l'ai dit, si vous parlez de choses étranges qui ont eu lieu dans l'histoire, c'est juste intéressant. Mais vous avez tous ces écrivains qui essayent de protéger ce petit morceau d'histoire. Et nous avons appris que ces gens sont devenus très impliqués dans le public. Ils savaient qu'ils devaient contrôler les maisons d'édition. Ils ont créé la musique. Il y avait tellement d'écriture et c'est intéressant. Quand vous reconnaissez que cela a fait son chemin jusqu'en Amérique, Lyndon Baines Johnson était d'ailleurs très obsédé par quelque chose étrange qui sont arrivés en Amérique. On devrait probablement s'y mettre dans mon club de lecture parce que je ne veux pas être banni pour en avoir parlé. Quelqu'un m'appelle, j'espère que ce n'est pas la Maison Blanche, ce n'est pas le cas. On est bon. Et ça a été intéressant. C'est intéressant de reconnaître aussi qu'une grande partie de cette histoire nous est simplement cachée. Et quand je pense à nous foncer vers cette destination de l'IA qui se produit en ce moment et aux enfants tellement nombreux qui ne savent même pas lire, qui n'ont pas la capacité de concentration pour pouvoir lire, qui posent des questions sur l'IA. Et je veux juste imaginer un moment où ils nettoieront simplement Internet de tout ça, où les gens ne pourront plus lire de livres ou ne voudront plus lire de livres, quoi que ce soit, et ils ne connaîtront pas cette histoire. C'est pourquoi j'ai commencé mon club de lecture, parce que j'étais juste étonné. Et j'ai réalisé le pouvoir que nous donnons au système scolaire public, aux maisons d'édition, pour nous dire ce que nous devons savoir. C'est ça, oh, la Révolution française, ne regarde pas au-delà, c'est juste que tu connais des Français fringants, et voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Non, mais tout comme mon mari me l'a dit quand je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de faire un master
en théologie, comme pourquoi étais-tu si motivé par la théologie quand tu es allé à l'université? Et il dit parce que tout est théologie, tout est une foi. La foi est ce qui guide les gens, n'est-ce pas? Pensez à Sigmund Freud transformant sa foi en quelque chose de moderne, n'est-ce pas? Vous faisant même croire que c'est une foi, que c'est un mouvement psychanalytique. Oh non, ce n'est pas une foi. C'est ce que ce livre au moins explique assez clairement avec beaucoup de preuves, ouais, qu'ils ne pouvaient vous baptiser dans leur foi et vous ne vous en rendez même pas compte, et nous apprenons ce genre de mélange de l'homme et de la femme, c'est ce en quoi ils croyaient. Soudain nous levons les yeux et vous avez tous ces psychiatres qui nous disent que non, comme le transgenderisme est totalement une chose. Je trouve que c'est intéressant, au moins convaincant, quelque chose dont on peut parler, c'est intéressant. Très intéressant. Et maintenant, nous avons Brigitte Macron à Paris, et plutôt que de s'y intéresser, les publications le bloquent. Ils disent « Oh non, c'est un conspirateur fou, pour produire plus de preuves que quelque chose ne va pas. » Ils ne veulent même pas y jeter un œil. Qu'est-ce que ça vous dit? Qui sont ces gens au pouvoir? Je vais vous dire une chose. Ce sont des gens qui comprennent la menace que représente le fait que quiconque apprenne que cela pourrait potentiellement être une théologie qui opère au vu et au su de tous. Et comme je l'ai dit à mon club de lecture la semaine dernière, je crois que j'ai demandé « Sommes-nous les moldus ?» Vous savez, pour utiliser une expression de Harry Potter, comme « Sommes-nous les moldus qu'on nous a fait croire que nous sommes athées, n'est-ce pas ?» Et je suis en quelque sorte en retour à l'ancien que nous aimons, l'athéisme, comme le tien, tes grands-parents étaient fous de croire au Seigneur et « Oh mon Dieu, non, c'est le nouvel âge, tu es plus intelligente, tu es tout ce que tu peux faire, tu es athée. Il existe une chose telle qu'une athée. Tu crois en quelque chose? Et si quelqu'un t'a transformé en moldu, alors qu'il croit fermement que Dieu est réel, parce qu'il a créé toute une doctrine et une philosophie qu'il suit, en essayant de nous convaincre qu'il est, les dieux n'ont pas raison, qu'il peut transformer la société en ce qu'il veut, nous garder aveuglés, parce que nous ne réalisons pas que c'est une bataille spirituelle, mais ils savent que c'en est une, et ils se battent pour votre esprit, et ils gagnent. Ouais, des trucs assez intéressants, quoi qu'il en soit. Je vous ai donné beaucoup de choses à considérer ici. Les gens sont évidemment partout dans le monde en train de se réveiller, et les gens choisissent le bien ou ils choisissent le mal. Et je vais vous dire que c'est presque comme si ces événements étaient catalysés. Vous voyez, soudainement, les gens que vous pensiez être réels et honnêtes et reconnaître qu'ils mentent, que ce soit un pasteur, une personne politique que vous suivez, un journal que vous lisez. J'espère que le but de ce podcast, si vous en retenez quelque chose, c'est que vous devez constamment examiner qui vous écoutez et lire ces livres comme vous éduquez. Et une fois que vous êtes éduqué, comme je l'ai dit depuis le début de ma carrière, un esprit éduqué ne peut pas être asservi et vous commencerez à examiner au préalable vos esclavages antérieurs.